Maman, ça va être plus facile pour nous. Tu ne seras plus toute seule. J'ai été m'embaucher chez Bock. J'ai déjà 16 ans. Mamie a bien commencé à la mine à 8 ans. Pas, dem sou, depuis à vite dans la scole. Elle devait travailler comme vous à l'usine. À HCB, cette quitte cette usine-là, ça sera pour être dans un autre. Les gens qui travaillent me disent que les anciens sont mauvais et que d'auraient sûrement des calottes. Quand je suis arrivé à la Louvière pour y travailler avec la compagnie maritime, ce qui m'a d'entrée de jeu frappé a été cet immense bâtiment en ruine à l'entrée de la ville. Cet édifice moribond semblait un intrus dans le paysage, comme un trou noir au milieu d'un visage. J'étais loin de m'imaginer ce matin-là qu'à partir de ce jour, l'histoire de cette bâtisse allait m'occuper l'esprit pendant longtemps. Ou plutôt l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui y ont passé leur vie, ces gens avec qui j'allais travailler sur scène. Tout ce que je savais ce jour-là, c'est que Royal Bock, qui ne m'évoquait que le rôti du dimanche chez ma mère, Royal Bock avait une histoire. Et de cette histoire allait naître un spectacle. L'histoire du spectacle. C'est l'histoire d'une faïence. La première usine qui s'est implantée à la Louvière. L'histoire d'une bataille. L'histoire de notre vie, plus ou moins. Qu'on s'est battu pour garder notre emploi. On a commencé tout jeune, donc c'est toute notre vie qu'on a passée là. C'est vraiment la réalité du terrain, c'est que nous, de l'intérieur, on a vécu. On a été trop naïfs. Le plus important pour moi, personnellement, c'est de dénoncer la justice sociale. Pour que les gens comprennent, comme on a été, pas manipulés, mais oui, un peu, oui, voilà, c'est tout. Nous sommes en 1841. Les frères Bock, luxembourgeois, portent un nom qui symbolise déjà un puissant groupe dans le domaine de la faïence. Pour des raisons économiques diverses, ils décident de s'installer à la Louvière, qui n'est alors qu'un hameau quasi inhabité de Saint-Va. La poterie qu'ils y achètent se transforme rapidement en faïencerie spécialisée dans la vaisselle de table. Les quelques potiers louviérois n'étant pas qualifiés pour le travail, ils décident tout d'abord de faire venir de la main-d'œuvre expérimentée de leur pays d'origine. C'était, paraît-il, des espèces de convois, comme on pense à l'Ouest américain, des chariots qui amenaient ces gens du Luxembourg et de l'Allemagne, de la Sarre, et qui viennent ici, donc qui ont eu des descendants qui portent des noms allemands à consonance allemande. Et par la suite, il fera venir d'autres ouvriers. Je pense quand il se lance dans la faïence de Delft, il fait venir de Hollande des spécialistes de la porcelaine de Delft. Il va s'installer au château de la Closière, c'est-à-dire le château Bock, et il va diriger l'entreprise très longtemps puisqu'il meurt à 103 ans. Donc ça veut dire qu'il commence l'entreprise en 1844, puisque la date de création officielle c'est 1844, on possède les documents, et qu'il va diriger pratiquement jusqu'à sa mort. Et puis ça va passer à d'autres familles liées à Bock, mais c'est toujours l'appellation Bock-Kéramis. D'avoir une production d'une vaisselle de table, parfois très courante, démocratique, mais de très grande qualité. Une faïence fine, feldspathik de très grande qualité. Je crois qu'il y a une spécificité que peu de manufactures ont eu en Belgique, c'est d'abord cette durée, bien entendu, cette production sur 150 ans, et aussi une sorte de volonté de toujours s'adapter au goût du jour. Et ça a été permanent. Jusqu'à ces dernières années, il y a eu des essais d'être toujours novateur, de s'inscrire dans son temps, avec bon, évidemment les grandes années, c'est les années 50, avec tous ces services hauts en couleur.
Pour la Belgique, c'est un peu la seule à avoir, à s'être comportée comme cela de manière avoir toujours essayé d'être à la mode en quelque sorte. Il fallait que je visite au plus vite ce bâtiment tellement chargé d'histoire. Il fallait que je sache ce qui se cachait derrière ces ruines qui étaient à l'origine d'une ville. À vrai dire, je ne m'attendais pas à ça. La fabrique est vidée, pillée. Est-ce que c'est ça le joyau de la Louvière? De la vaisselle cassée et des fantômes? Sans doute les fantômes de tous les artisans qui ont travaillé ici. 160 années de modelage, de façonnage, d'un savoir-faire qui est sans doute aujourd'hui perdu. Qu'en penseraient-ils, les fantômes? Auraient-ils combattu aussi? Seraient-ils fiers de cette quarantaine d'ouvriers qui l'ont occupé, cette fabrique, en défendant l'importance de garder cette faïencerie en vie? On s'est dit, c'est à ce moment-ci qu'il faut essayer de faire comprendre que l'usine, elle ne peut pas fermer, parce que l'occupation, après, on a quand même été repris. L'usine ne peut pas fermer, et si on s'est encore montré qu'on existe, même si on n'était plus que 46, il fallait le faire. Et c'est vrai que le meilleur soutien qu'on a eu, c'est plutôt du côté de Véronique Vercheval ou de Dany, ou que la politique. La politique, elle a été là pour se montrer à ce moment-là, je pense. On a droit aux journalistes, à la télé, aux radios, à des animateurs, des artistes, des photographes. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Il demande s'il reste quelque chose à vendre. Dis-lui qu'on n'est pas à vendre, on occupe. Hé, regardez, il y en a un autre qui arrive. Sa tête me dit quelque chose. C'est pas un acteur connu, ça. Bah non, c'est un ministre. C'est ce que je voulais dire. Ainsi donc, c'est à ce moment, au moment de l'occupation de l'usine en 2009, que la culture s'invite dans la lutte aux côtés des travailleurs. La culture entre dans les combats sociaux, dans les luttes ouvrières. Des comédiens, des photographes viennent apporter leur soutien aux grévistes. Mais ma première question a été, pour quelles raisons s'intéresse-t-il donc à cet événement? Et ensuite et surtout, comment l'art peut-il rivaliser avec la toute-puissante finance? Alors dans mon métier, il y a deux versants. Il y a les objets qui ont été créés par des gens qui ont disparu depuis très longtemps parfois. Et alors il y a la création d'aujourd'hui, la création contemporaine, des artistes vivants. J'ai toujours une grande attirance pour les créateurs. Et les travailleurs de la faïencerie sont des créateurs au sens large. Ils ont fait le patrimoine, ils font les objets. Et donc j'ai toujours cru qu'il était fondamental de défendre ceux qui aujourd'hui encore faisaient de la faïence. On aurait dû arrêter quand on a su qu'ils allaient fabriquer la vaisselle à l'étranger. On aurait dû. Les permanents n'ont pas voulu. Attendez, qui disait vous allez précipiter les choses. En attendant, on est là, on occupe. Moi, les mouvements sociaux, les mouvements ouvriers, c'est quelque chose qui me fascine. Qui me fascine parce que je trouve que là, on a la vraie force. Et qu'on a c'est le moment où l'homme ou la femme est le plus fort, est le plus digne, est le plus respectable, respecté. Et parce qu'il lutte, quoi. Et moi, je trouve que le moment où on lutte, c'est un moment important et c'est en même temps une fête, c'est en même temps une révolte. Il y a énormément de choses dans la lutte. Et donc moi, c'est vrai que ça me fascine. Ça me fascine de voir ces gens. C'est des nouvelles relations qui s'établissent entre les gens, hein, entre eux. Et puis avec tous les extérieurs. C'est vrai que quand on arrive comme photographe dans une usine qui fonctionne, ben voilà, c'est bien, tu respectes ton sujet, tu es bien accueilli. Quand tu arrives dans une usine qui est en grève, tu es directement, tu fais partie de leur grève, tu fais partie de leur combat. Tu es leur témoin, tu es celui qui va garder les images. Le 18 février 2009, premier jour d'occupation de Bock, ils ont mis un panneau qu'on utilise dans le spectacle, ils ont mis un panneau sur la grille de l'usine, usine occupée. Et je dis, comment c'est usine occupée, c'est quoi ça? Et donc je suis rentré voir, j'étais à l'époque avec François avec qui je travaillais, on est rentré voir ce qui se passait. Ils ont dit, on est occupé parce qu'ils ont commencé à expliquer tout le bazar. Comme on venait de terminer un atelier à Couvain avec des anciens fondeurs qui racontaient un peu leur histoire, on s'est dit, mais on pourrait venir vous jouer le spectacle ici.
je fais court, mais ça a été ça. Ils ont dit, oh oui, d'accord. Et en gros, moins d'une semaine, moins de 10 jours après, on venait jouer le spectacle dans l'usine, quoi. Et il y a eu beaucoup de monde, et c'était super. Et puis moi, je suis resté, voilà. Et Maria Rousseau, qui racontait toujours des histoires d'avant, a dit, avec tout ce qu'on a raconté, on pourrait faire un bouquin. Et puis Véronique l'a pris au mot en disant, mais ça va, on va faire un bouquin, mais moi je peux faire des photos, je vais prendre des photos de vous. Ce qu'elle a commencé à faire, et puis à un moment donné, elle m'a proposé, elle dit, mais on ferait bien une espèce de chronique de ce qui s'est passé pendant cette occupation. Très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait faire quelque chose avec eux, que je ne pouvais pas simplement aller dire bonjour. Et donc j'ai eu envie de faire des portraits parce que j'entendais aux infos 44 travailleurs, 44 personnes, 44 ouvriers, 44... Il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de visage, il y avait rien. C'était 44 numéros. Et j'ai eu envie qu'ils aient chacun un visage et puis une histoire parce qu'ils me racontaient beaucoup de choses. Donc j'ai commencé les premiers portraits en sachant pas du tout ce que j'allais en faire. Et puis c'est devenu évident qu'il fallait que ce ne soit pas seulement des personnes pour moi mais pour tout le monde. Et donc je leur ai proposé de faire ce projet. Au début c'était ouais, comme des publicités, t'es folle, on n'est pas des mannequins, on va pas... Puis finalement ils ont été très emballés par le projet, on a fait un peu la fête le jour où on a accroché ça tous ensemble. Mais ça me semblait une évidence qu'il fallait que les gens de la Louvière reconnaissent ceux qui étaient à l'intérieur. Et moi j'avais envie de donner des visages, de donner des yeux qui regardent vraiment. Et d'ailleurs quand j'ai fait les photos, je leur ai dit à chaque fois, regardez bien l'objectif, parce que vous allez regarder la personne qui va vous regarder, comme ça. Ben, ça m'a sorti tout seul. Danny, il était là comme beaucoup de gens qui sont venus nous soutenir. Danny un peu plus que les autres, bien sûr. Alors, comme je savais que Danny avait fait des livres, je dis, eh ben, on pourra bien faire un livre de tout ce qui nous arrive. Avec Véronique, que pour la première fois, c'est encore moi qui m'a demandé de monter au coulage pour faire une photo. J'étais avec elle, et après je l'ai fait un peu visiter, expliquer, on a fait la photo, et de là. C'était pas l'objectif de faire un livre ou de faire de la publicité pour nous montrer nous. Nous, l'objectif, c'était pour montrer à des gens qui avaient de l'argent, s'ils pouvaient venir nous sauver. L'objectif, c'était que ça. Hein. Pourquoi moi, j'avais quand même un âge que j'arrivais à la pension, à la pré-pension, mon intérêt, c'était de continuer à travailler, mon intérêt, c'était pas le livre, pour être logique. Qui pensait qu'il n'y avait personne qui avait des pigeons qui voyageaient. Pourquoi il n'y avait que des pigeons qui voyageaient, il y avait quand même des personnes humaines. Oui, quand on me demandait tu travailles où, je disais à Royal Bock. Oui, mais vous êtes où maintenant? Je dis ben, là dans l'usine. Quoi, dans cette ruine qu'on nous disait? Je dis ben oui, on travaille là nous. Hein. À quoi ça servait de montrer à ces gens que vous étiez encore là? Pour qu'on soit soutenus peut-être, pour qu'on essaye que les gens soient avec nous pour sauver ce qui est resté. Je crois comprendre. L'art n'est ici plus existant pour lui-même. Il est d'abord et avant tout au service des ouvriers et de leur combat. Il est un outil, un moyen au service d'une cause. Obsolète, dépasser l'artiste égocentrique, repié sur lui-même et sur ses préoccupations existentielles. L'utilisation de la culture pour la conscientisation de la classe ouvrière remonte, je dirais, presque au début du mouvement ouvrier. Donc, on trouve déjà des traces dans le second tiers du 19e siècle d'ouvriers, je dirais, un peu plus éduqués, des ouvriers qualifiés, qui vont essayer de conscientiser leurs collègues de la classe ouvrière, qui à l'époque ne sont pas éduqués, n'ont souvent même pas conscience de l'oppression dans laquelle ils vivent, justement de leur faire comprendre la situation, la vie pénible qu'ils connaissent. Et ils vont le faire au travers de sketchs, de chansons et de caricatures. Alors là, je saute une grande période, la guerre, et l'autre période qui me semble intéressante de mentionner, c'est les années 60, avec Jean Louvet notamment dans le Borinage, qui lui va retrouver l'idée d'un théâtre prolétarien. Il va d'ailleurs créer
un théâtre prolétariat en 1964, ou 61, excusez-moi. Et là, on retrouve l'idée de travailler avec les ouvriers, d'aller à la rencontre du public ouvrier, c'est-à-dire de jouer notamment dans des cafés, etc. Mais à la différence des chœurs parlés ou des petits sketchs, c'est un véritable travail théâtral que Jean Louvet mène. Il travaille pendant de longs mois à préparer des pièces avec les ouvriers. Et il va notamment faire une pièce qui s'appelle Le Train du Bon Dieu, dans lequel il analyse les grèves de 60 et les raisons de son échec. C'est donc en fait un théâtre qui est assez critique par rapport à la conduite même de la grève, qui prend un certain recul. Et là, il y a vraiment un travail avec, donc ce n'est plus seulement à destination du milieu ouvrier, c'est aussi un travail avec Tout à les fait. ouvriers. Là, le public ouvrier est déjà, en tout cas, mis à contribution dans l'écriture. Alors, je ne pense pas dans l'écriture même du texte, mais par le fait qu'il y a eu interview, etc. Par le récit. Par le récit. C'est vrai qu'ils en avaient des choses à raconter, les faïenciers de chez Bock. Il en était arrivé des histoires, des conflits, des espoirs à répétition, pour enfin recevoir le coup de grâce avec le financier Patrick de Meyer, le dernier repreneur, le fossoyeur comme le surnomment les anciens travailleurs. En 2009, ils ont cru sincèrement à la reprise de leur activité au sein de la faïencerie. En réalité, Patrick de Meyer a profité de l'opportunité, de la fébrilité du moment pour s'accaparer la marque, les stocks et les valeurs immobilières, laissant l'entreprise dans la faillite et ses ouvriers dans le désarroi. Et tout ça avec nos petites mains. Mais là, on ne vous parle que des pièces qu'on a fabriquées. Nous. Du vrai Royal Bock. Parce qu'il y a du faux. Un jour, le patron est venu nous dire qu'il allait faire fabriquer des pièces moins chères, enchaînées au Portugal, afin de réinvestir chez nous. Et on a eu des pièces fabriquées. Plusieurs millions. Mais ça, c'est du faux. Ils ont vendu ça aux gens en leur disant que c'était du Royal Bock. Mais c'est de la merde, cette vaisselle. Les pièces venaient de Chine, livrées ici. On montrait au patron la mauvaise qualité que c'était. Le grain n'était pas régulier. L'épaisseur n'était pas la même. Il y avait des coulées des mains. Eh oui, qu'est-ce qu'il répondait, le patron? C'est un modèle ainsi, madame. Couillon de patron. Est-ce qu'il y a des exemples de luttes qui se sont menées à travers la culture, à travers le théâtre, à travers les chansons, qui ont abouti grâce à ça? Grâce à ça, c'est difficile à dire. Je ne suis pas sûr que ce soit grâce à l'intervention de la culture qu'un combat peut aboutir. C'est quand même souvent des questions économiques, des questions qui sont le nerf de la guerre. Mais ce qui est sûr, c'est que la popularisation de certains conflits a vraisemblablement, et l'impact énorme qu'il a eu auprès de la population, a sans doute joué comme un moyen de pression vis-à-vis parfois du gouvernement. Mais Royal Bock est un cas atypique et un cas de figure très particulier dans la ville maritime, puisque c'est sans doute, ça restera sans doute comme le cas emblématique, celui dont je ferai référence plus tard, quand je serai très 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 vieux, et qui a marqué et qui marquera, je pense, à jamais, en tout cas, la ville maritime sûrement. Les enjeux politiques, c'est de dire qu'à un moment donné, quand on est face à un escroc, il faut pouvoir dire, donc il y a des gens qui étaient exploités, donc c'est qu'il dit qu'il y avait un exploiteur. Voilà. Et donc s'il y a un exploiteur, il n'exploite pas tout seul, c'est parce qu'il y a un système qui permet cette exploitation. Et ça c'est vraiment, c'est dégueulasse quand même. Je m'engage à agir avec la plus grande intégrité et effectuer mon travail de manière éthique. Mon comportement personnel sera un exemple d'intégrité en accord avec les valeurs que je partage publiquement. Je m'engage à sauvegarder les intérêts de mes actionnaires, collaborateurs, clients et sociétés au sens large dans laquelle j'exerce mes fonctions. Je m'efforcerai de protéger les intérêts de ceux qui n'ont pas le pouvoir, mais dont le bien-être est affecté par mes décisions. Je m'engage à en gérer mon entreprise de bonne foi, faisant bloc contre des décisions et comportements qui ne serviraient que ma propre ambition et affecteraient l'entreprise et les gens qui la servent.
Je m'opposerai à la corruption, à toute forme de discrimination injuste et à l'exploitation. Je m'engage à prendre la pleine responsabilité de mes actions et présenterai la performance et les risques de mon entreprise de manière précise et honnête. Mon but ne sera pas de manipuler la vérité, mais de l'expliciter de la manière la plus transparente qui soit, et j'aiderai les gens à comprendre comment les décisions qui les affectent sont prises. Je m'engage à m'efforcer à créer une richesse durable, économique, sociale et environnementale dans le monde entier. Cette promesse, je la fais librement et sur mon honneur. C'est dégueulasse, quoi, quand même, que ces gens aient travaillé comme ça, dans ces conditions, mais qu'ils y soient restés, qu'ils en soient sortis, et non seulement qu'ils en soient sortis, mais la tête haute et par la grande porte, puisque maintenant c'est les portes des théâtres qui s'ouvrent pour eux. C'est quand même, quel bazar, quoi. Donc c'est pas rien, je trouve. Donc il y a effectivement quelque chose de politique qui est que d'un combat qui est un combat social, on passe à un combat culturel. Pour moi, c'est là qu'il est aussi le chemin politique qu'on a fait ensemble. Nous les ouvriers, on a tenu l'usine en activité pendant 168 ans. Et lui, le démolisseur, en moins de 18 mois, il a tout vidé, tout volé. Oh, il est sûrement dans son droit. Et nous, mal protégés par la loi. C'est là qu'il est le problème. Nos droits, nous, ils sont comme ça. Les droits du patron, comme ça. Si on ne le dit pas, il n'y a personne qui le dit. Un spectacle, c'est un peu fait pour ça. C'est fait dans le sens où c'est bien, on se marre, mais il n'y a pas que se marrer dans la vie. Il y a crier aussi les injustices qui se sont passées. Et ça, je pense qu'on le fait bien. Je pense que ça marche pour que les ouvriers des autres entreprises ils vont être plus attentifs à ce qui est arrivé. On a bien vu à des entreprises après que ça a quand même été fonctionné d'oreille, de bouche à oreille. Les ouvriers sont plus attentifs. Donc c'est pour que ça n'arrive plus à les autres, ça c'est certain. Qu'est-ce qu'on a voulu faire, c'est pourquoi notre collègues de travail qui travaillent dans des entreprises qui vont mal, ils fassent bien attention à eux, qu'ils ne tomberont pas dans le piège comme on est tombé. Ça a permis aux gens de comprendre un petit peu et de ne plus se laisser avoir de la même façon. Donc, que les gens réfléchissent un peu plus loin aussi, parce que nous, on s'est fait berner complètement, hein? Malgré, bon, on fait confiance aux syndicats et tout, et puis en fin de compte, on s'est fait complètement berner. Donc, c'est pour au moins prévenir ces gens-là de ce qui s'est passé et de comment c'est venu. Parce que les belles promesses qu'on nous a faites, aussi bien syndicats que politiques, ben, ça a été zéro, hein? Chaque fois que je fais la pièce, je me bats. Et toi, n'oublie pas de te battre. Tu n'es pas encore pensionné. Vous deux, là, résistez. Il n'y a rien qui viendra tout seul. Tu as demandé au contrôleur s'il avait le droit. Tu sais, ils n'ont pas tous les droits. Alors dis-lui. J'ai besoin de 2 hommes pour donner un coup de main à un copain. Toi et toi? Alors on va dans les écoles raconter comment on travaillait chez Bock et comment on s'est battu. Hé, ne reste pas tout seul. Coupe ta TV. Rejoins les autres. Comment qu'elles ouvrent? Mais là, à côté de toi. Et n'oubliez pas, Royal Bock, c'est nous. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Allez! Allez!